Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un appareil que tout le monde utilise, mais dont personne ne connaît réellement l'histoire. Alors, je parle bien entendu des toilettes. Et petit fait intéressant, ce n'est pas Thomas Crapper qui les a inventés. On va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, c'est parti. C'était parti dans 4000 avant Jésus-Christ que les premières traces de grandes villes sont apparues en Mésopotamie. Bah oui, avant l'arrivée des grandes villes, c'était simple, un petit trou, on faisait notre affaire, on recouvrait et c'était fini. Forcément, la densité de population était moins importante. Bien entendu, à cette époque, on ne parle pas encore des toilettes modernes, mais on commence déjà à réfléchir à la gestion de l'eau et à l'évacuation des déchets. Les premiers systèmes de drainage sont apparus progressivement. Le véritable point de départ de l'histoire des toilettes n'est donc pas une cuvette, et non. C'est la nécessité de gérer les déchets de la ville qui a fait qu'on a dû créer ce système. Et tout apparaît dans la vallée de l'Indus. C'est ici que les choses deviennent vraiment fascinantes. C'est vers donc 2500 ans avant Jésus-Christ, notamment dans la ville de Mohenjo-Daro, que les archéologues découvrent quelque chose d'incroyablement moderne pour l'époque. Certaines maisons possédaient des salles d'eau, des drains et des conduites, des systèmes d'évacuation reliés aux rues. Et ouais, les eaux usées pouvaient être dirigées vers des réseaux collectifs. Est-ce que tu te rends compte? Tout ça avant les Romains, 2500 ans avant à peu près. Incroyable. Et certains archéologues considèrent même ces installations comme les ancêtres de nos futurs systèmes sanitaires d'évacuation. Puis vient l'une de nos civilisations les plus fascinantes de notre histoire, les Minoens. Installés en Crète, au milieu de la Méditerranée, ils développent une société extrêmement avancée pour leur époque. C'est à Knossos, où les archéologues ont découvert des conduites en terre cuite, des systèmes de drainage, des évacuations des eaux usées, et surtout ce qui ressemble fortement aux premières toilettes à évacuation hydraulique connues, c'est-à-dire la chasse d'eau. Attention, ça ne veut pas dire qu'il existait encore des chasses d'eau modernes. Il n'y avait pas forcément de réservoir, pas forcément de flotteurs, pas forcément de siphons. L'eau est probablement versée manuellement, mais le principe fondamental est déjà là. Utiliser l'eau pour évacuer les déchets. Nous ne connaissons pas le nom des inventeurs à l'heure actuelle. Aucune inscription nous a transmis leur identité. Et surtout, une partie des écritures minoennes, appelées linéaire A, n'a toujours pas été déchiffrée, tout simplement. Les premiers ingénieurs sanitaires de l'histoire restent donc dans l'anonymat. Mais alors, est-ce que les Minoens sont les inventeurs des toilettes? Eh bien, à l'heure actuelle, nous ne le savons pas. Ils possédaient les plus anciennes toilettes hydrauliques clairement identifiées à ce jour. Mais il est possible que d'autres systèmes aient existé ailleurs et n'aient simplement pas survécu avec le temps. En histoire, l'absence de preuve n'est jamais une preuve d'absence. Une autre question qui peut être aussi passionnante, c'est se demander si les Minoens ont inventé cela tout seuls. Ou est-ce qu'ils ont appris ça d'autres peuples? Les historiens pensent aujourd'hui que la réalité est probablement plus complexe qu'on ne pense. Les Minoens commerçaient à l'époque avec l'Égypte, le Proche-Orient, la Grèce et d'autres peuples répartis un peu partout dans la Méditerranée. Des idées ont probablement circulé, mais nous ne possédons aucun document permettant d'affirmer avec certitude qui a appris quoi de qui. Et oui, souvenez-vous, nous avons parlé de l'Égypte, de la Mésopotamie, de la Grèce et de l'évolution qu'ils ont eue en parallèle. Donc les toilettes n'ont probablement pas été inventées en un seul lieu distinct. Elles sont probablement le résultat de plusieurs découvertes accumulées au fil du temps. Les Grecs ont sans doute hérité d'une partie des connaissances développées auparavant dans ces villes, et ils ont sans doute perfectionné le système hydraulique, les bains, les fontaines et les aqueducs. Mais les toilettes, eux, sont restées relativement simples. Arrivent les Romains. À l'époque de Rome, et contrairement à une idée très reçue, les Romains n'inventent probablement pas les toilettes. En revanche, ils vont les faire passer à une échelle gigantesque. Les Romains construisent ce qu'on appelle des latrines publiques, où des dizaines de personnes peuvent s'asseoir côte à côte. Sous le siège, de l'eau circule en permanence pour évacuer les déchets. On va pas se mentir, c'est collectif, peu intime,
Mais on peut pas leur reprocher que c'est ingénieux. Les déchets sont ensuite dirigés vers les égouts. Le plus célèbre est le Cloaca Maxima. Initialement conçu pour drainer les marécages de Rome, il devient l'un des plus grands réseaux d'évacuation du monde antique. Les Romains développent également des bains publics, mais ça vous le savez déjà, avec des sources, des bains chauds et autres. Ils maîtrisent également l'alimentation en eau, les distributions et évacuations à grande échelle, jamais vues auparavant. Leur génie n'est forcément pas d'inventer, mais plutôt d'organiser. Et à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, ils étaient forts les gars. Et ouais, vous connaissez la suite. Après la chute de Rome en 476 après Jésus-Christ, l'Empire romain d'Occident s'effondre. Et avec lui, malheureusement, disparaîtra une grosse partie des infrastructures qui faisaient la fierté et la force des villes romaines. Les grands égouts, les aqueducs, les réseaux d'eau. Et pendant des siècles, ceci ne va pas s'arranger. Les toilettes, contrairement à ce qu'on croit souvent, continueront d'exister. Et oui, parce que en fait, les besoins humains restent toujours les mêmes. Mais les solutions deviennent beaucoup plus rudimentaires. Dans la majorité des habitations, les gens utilisent des pots de chambre. Je suis sûr que vous connaissez. Le jour ou la nuit, on fait ses besoins dans un récipient placé sous le lit ou dans le coin de la maison. Et c'est là que ça devient beaucoup moins glamour. Et oui, en effet, une fois rempli, le contenu est vidé dans une fosse ou dans un tas d'ordures, ou parfois même directement dans la rue. Je vous raconte pas. Les rues médiévales, ou les rues des villes médiévales, sont très étroites à l'époque, et les caniveaux sont plutôt rares, disons. Certaines rues deviennent des véritables égouts à ciel ouvert. Et oui, avant de jeter le contenu de leur pot de chambre par la fenêtre, souvent on entendait « Gare à l'eau !» dans les rues, afin de ne pas éclabousser les passants. Ouais, je te raconte pas, ça devait pas être top de vision à cette époque. Mais dans les châteaux, c'est un petit peu mieux, car les seigneurs disposent souvent de latrines intégrées au mur. Ces petites pièces sont appelées des garde-robes. Les déchets tombent directement le long du mur du château ou dans les douves. Autant te dire qu'à l'époque, quand tu passais aux abords du château, t'avais plutôt intérêt de guetter le ciel pour pas te prendre un obus sur la tête. Bon, ce n'est pas très élégant, on va pas se le cacher, mais pour l'époque, c'était un certain confort. Souvent oublié, les monastères possédaient parfois des installations étonnamment avancées. Certaines communautés religieuses aménageaient des latrines collectives alimentées par un cours d'eau et les déchets étaient entraînés naturellement par le courant. Bon, tu l'auras compris, le Moyen-Âge, c'était chacun trouvait sa solution et c'était beaucoup moins efficace que les réseaux de l'Antiquité. Il faudra attendre 1596 où un Anglais nommé Sir John Harrington imagine un système révolutionnaire, une cuvette reliée à un réservoir d'eau. Lorsqu'on libère l'eau, les déchets sont évacués. Pour la première fois, on retrouve clairement le principe de la chasse d'eau moderne. Harrington se fait installer un exemplaire chez lui et un autre pour la reine Elisabeth Ier d'Angleterre. Bon, on va pas se cacher, ça marche pas comme prévu. Et oui, son invention à l'époque, nommée Ajax, ne se démocratise pas. À l'époque, peu de maisons disposent d'une arrivée d'eau suffisante ou d'un réseau d'évacuation adapté. En plus, le système ne possède pas encore de siphon. Alors, les odeurs des égouts remontent directement dans les pièces. L'idée est brillante, mais le monde n'est pas encore prêt. Il faudra encore attendre 2 siècles pour qu'un autre inventeur perfectionne ce concept et ouvre la voie aux toilettes modernes. Il faudra donc attendre 1775 où l'inventeur écossais Alexander Cumming révolutionne discrètement l'histoire des toilettes. À cette époque, les chasses d'eau existaient déjà depuis près de 2 siècles grâce à notre monsieur Sir John Harrington. Mais elles ont eu un énorme défaut. Les odeurs des fosses et des égouts qui remontaient directement dans les habitations. Cumming observe alors un phénomène simple. L'eau peut servir de barrière naturelle contre les gaz. Il invente donc un tube en forme de S capable de retenir une petite quantité d'eau après chaque chasse. Cette réserve d'eau bloque les mauvaises odeurs et empêche les gaz des égouts de remonter dans la maison. L'idée paraît toute simple, mais elle change tout. Pour la première fois, les toilettes deviennent réellement utilisables à l'intérieur des habitations sans être envahies par les mauvaises odeurs. Comme quoi la nature est vraiment bien faite.
Et il n'aura pas fallu attendre longtemps. Effectivement, 3 ans plus tard, en 1778, c'est Joseph Bramah qui améliore considérablement les premières toilettes à chasse d'eau. À l'époque, le système existant fonctionnait, mais il est resté fragile. Les fuites étaient fréquentes, les mécanismes s'usaient rapidement, la maintenance était très compliquée et très coûteuse, et en hiver, le système d'eau gelait dans certaines installations, puisque je vous le rappelle, certaines toilettes étaient soit en extérieur, soit dans des résidences non chauffées, rendant les toilettes inutilisables. Bramah repense alors entièrement le système. Il améliore considérablement l'étanchéité, renforce les mécanismes et rend l'ensemble beaucoup plus robuste. Quant aux pannes, elles deviennent moins fréquentes. L'entretien, quant à lui, est beaucoup simplifié. Les utilisateurs gagnent en confiance. Cette fiabilité nouvelle permet aux toilettes à chasse d'eau de commencer à se répandre dans les demeures aisées, les hôtels et certains bâtiments publics. Eh bien, quelle histoire! On en a vu des choses. Mais c'est pas fini. Nous arrivons enfin à la révolution industrielle, en 1800. Et avec cette révolution, les villes explosent démographiquement. Londres, Paris, Manchester. Mais alors se développe quelque chose d'inévitable. Les épidémies de choléra se multiplient. Les autorités comprennent enfin une vérité simple. Sans assainissement, une ville moderne ne peut pas fonctionner. Notamment en 1858, avec le Great Stinks, la Tamise devient tellement polluée que Londres est paralysée par les odeurs. L'événement est surnommé la Grande Puanteur. Cette crise accélère la construction de grands réseaux d'égouts modernes. C'est Thomas Scraper qui, contrairement à la légende, n'a pas inventé les toilettes, mais il a participé à leur amélioration, à leur commercialisation et à leur popularisation. Notamment, il ouvre des salles d'exposition où les équipements sanitaires sont présentés aux clients, ce qui est assez révolutionnaire pour l'époque. Mais il ouvre aussi son entreprise de plomberie. Il améliore les mécanismes. Il améliore plusieurs compétences sanitaires existants, telles que le robinet, les réservoirs, le système de chasse, le mécanisme de remplissage. Son objectif est de rendre les installations plus fiables encore et plus pratiques encore. Donc merci Thomas Scraper, mine de rien, c'est grâce à lui qu'on a pu connaître les toilettes un peu partout dans le monde. Et surtout grâce aussi à la Grande Puanteur. Puisque sans ça, on n'aurait pas eu un coup de pied au cul. Il faudra attendre le début du XXe siècle, où les toilettes deviennent un équipement standard. La porcelaine sanitaire se généralise, les mécanismes deviennent vraiment de plus en plus fiables, les réseaux d'eau potable et d'assainissement se développent partout dans le monde. Aujourd'hui, on peut trouver différents types de WC. Le WC suspendu, le WC à double chasse, le toilette japonais, celui-là je l'adore. Les économies d'eau, les stations d'épuration, l'histoire continue encore aujourd'hui. Au final, les toilettes modernes ne sont pas l'invention que d'un homme, mais plutôt, j'ai envie de dire, de plusieurs civilisations, et le résultat de 4000 ans d'évolution humaine. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire et à t'abonner. À bientôt pour d'autres histoires. Tchou!